Allô, vous écoutez Mon Québec Inspire, votre podcast pour découvrir ces personnalités passionnantes qui façonnent notre société. Aujourd'hui, je rencontre Francis Bélim. Il est impliqué dans différents aspects de la société et vous allez voir, son parcours est vraiment inspirant. Je vous laisse découvrir. Merci Francis d'être venu pour me rencontrer, d'être venu discuter avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'est ça, je voulais parler un peu de ton expérience, ton implication, un peu comment t'en es arrivé là. Qu'est-ce qui t'a amené aussi à ce que tu fais maintenant? Est-ce que ton entourage a joué un rôle aussi par rapport à ça? Et c'est pas mal ça. Fait que si je vais te présenter, puis tu le feras probablement mieux que moi après, là, mais donc c'est ça. Toi, t'as été, si je me trompe pas, tu étais ingénieur à la base, de formation. Dans le milieu nucléaire, en France. Ensuite, tu as décidé d'émigrer au Québec. Tu as démarré une entreprise au Québec. Ensuite, j'imagine qu'il y a peut-être eu d'autres choses entre les deux, mais tu t'es retrouvé finalement à être mentor pour les entrepreneurs. Tu fais aussi de la formation au Cégep Garneau. Puis, tu es impliqué aussi dans le Rotary Club. Fait que le Rotary Club, ça, c'est quelque chose aussi que je trouve super intéressant. J'aimerais bien... Rotary Club, c'est, si je ne me trompe pas, c'est une association qui œuvre à essayer de favoriser l'éthique ou d'encourager l'éthique chez chacun, puis de favoriser un peu là où Ouais. Tu le formuleras probablement au mieux. J'en parlerai. Je te service communautaire, on va le dire comme ça. Mais... OK. Puis écrivain aussi, avec ton livre. Super intéressant ton livre. On en reparlera aussi tantôt. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, si je vais juste commencer rapidement avec ça, mais c'est l'aspect poétique. Il y a les émotions qui sont transmises. Puis moi, je trouve que pour moi, ça a été plus touchant. On se livre, on va dire. Ouais, puis nous, on se reconnaît plus là-dedans. C'est plus facile de se reconnaître que quand c'est vraiment le vécu d'une personne. Donc, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours plus en détail, Ouais, avec plaisir. On commence par où, en fait? C'est ça, moi, ma question. On peut démarrer du début ou de la fin. Qu'est-ce que tu penses? En fait, moi, je dirais, c'est plus, qu'est-ce que tu penses qui a été significatif, je dirais, dans ta vie? Puis, qu'est-ce que tu penses qui t'a amené à t'impliquer, qui t'a motivé ultimement à t'impliquer? Est-ce que tu penses que ça a été plus jeune ou écoute, moi, on va parler d'implication, puis on va tracer le parcours au travers de l'implication. Moi, j'ai toujours fait ça de manière naturelle. Donc, je me suis jamais dit, je m'implique pour m'impliquer. J'ai fait des choses un peu naturellement parce que j'avais l'impression que je devais les faire. Donc, ça, c'est vraiment le point de départ. Puis je me suis aussi toujours dit que s'impliquer, c'est pas donner pour recevoir, c'est juste donner parce que parfois il y a des gens qui ont besoin de recevoir. Ça, c'est vraiment important. Puis j'y tiens parce que c'était vrai quand j'étais petit, c'est encore vrai maintenant, puis j'espère que ce sera encore vrai demain. Alors c'est venu d'où? Où est-ce que ça a commencé? J'ai l'impression que moi je me suis toujours impliqué dans quelque chose. C'est parce que j'étais curieux, je pense à la base, quelque part. Puis je viens aussi, alors j'en parle, on y reviendra après, moi je viens d'un milieu très modeste, je suis dans un petit village, je dis souvent au pied d'une usine, donc en fait moi mon futur c'était une usine, puis aller travailler à l'usine, en gros c'était comme ça que ça devait partir, puis c'est assez drôle, assez rapidement je me suis dit non, je veux pas que ce soit ça. Alors qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? Moi je voyais que j'avais plein de copains dans mon village, toutes les familles étaient comme nous, on vivait dans une cité ouvrière, sur une petite maison cordée les unes à côté de les autres. Puis le matin, tout le monde partait travailler à l'usine. Donc c'était ça finalement le futur qu'on me proposait. Puis moi j'ai refusé ça. Donc il faut aussi que je parle d'un événement qui a été majeur dans ma vie. J'ai perdu mon père, j'avais 9 ans. Donc là je cumulais un peu pas mal de choses. Un milieu modeste, un parcours qui m'amenait à l'usine et puis en fait orphelin de père, donc j'avais plus beaucoup de repères. Alors je me suis pris en main, puis je me suis dit après un moment un petit peu de désarroi, c'est prends-toi en main, fais quelque chose. Puis j'ai eu la chance d'avoir une bonne tête, puis j'ai travaillé à l'école. Donc en fait mon premier pilier ça a été de travailler à l'école pour me dire à un moment donné, si je veux m'en sortir, faut pas que je parte à l'usine comme mon papa le matin, il faut que je sois l'ingénieur qui va diriger l'usine. C'était ça mon projet de départ. Alors après ça s'est structuré dans le temps, mais si je reviens à l'implication, c'était de dire tout ce parcours que je veux faire, je sais pas du tout comment je vais le faire. J'étais vraiment dans l'ignorance totale, parce que j'ai 9 ans, donc tu sais pas comment ce parcours va se faire. Puis en plus, t'as pas un environnement aussi qui est fertile pour te dire comment avancer, quelle porte il faut ouvrir. Mais j'avais senti qu'en m'impliquant dans un club sportif, parce qu'il y en avait dans mon village, quelque part, j'allais côtoyer des gens qui allaient m'enrichir. En fait, je pense que c'était ça, avec du recul, l'implication que j'ai fait, c'est d'aller chercher ailleurs des choses que j'avais pas.
Donc c'est un peu comme ça que ça s'est construit. Puis de manière assez naturelle, puisque mon parcours finalement s'est construit positivement, on va le dire comme ça, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je me suis sorti d'un milieu où j'étais finalement destiné à rester. Je me suis dit, au travers de tout ce que tu as fait, tu dois continuer à t'impliquer, parce que ton implication va créer d'autres motivations chez d'autres gens. Autrement dit, comment est-ce que tu peux, par ce que tu fais, par ton implication, dire, par exemple, dans la formation, quand on fait de la formation, moi j'ai toujours l'espoir de me dire, le résultat, c'est pas qu'on me dise ta formation était intéressante, c'est que j'ai inspiré quelqu'un dans la classe pour créer une entreprise, qu'on sait en entrepreneuriat ou dans d'autres domaines, parce que on a toujours une personne dans une vie qui nous inspire, qui nous ouvre une porte. C'est par exemple les décrocheurs scolaires, on dit toujours quelqu'un qui va décrocher. Il y en a qui décrochent pas pour quelle raison? Parce qu'ils ont eu un enseignant ou une enseignante qui à un moment donné a allumé une lumière qui était éteinte. Et juste parce que dans l'approche pédagogique, la manière d'interagir, les sujets qu'elle aborde, on s'est dit, waouh, tu sais, je suis inspiré par cette personne-là, puis j'ai envie de faire quelque chose. Donc c'est un peu ça, moi, la définition que je vois de l'implication. Donc je dirais naturel, sans chercher forcément à recevoir, et puis donner dans l'espoir que quelqu'un va prendre ce qu'on va donner, puis en faire quelque chose de positif. Puis, ouais, il y a 2 points que je trouve qui sont super intéressants. Là, tu mentionnes qu'il y a une personne qui a été vraiment pas moteur, mais on va dire initiateur ou plutôt l'encre pour aller pousser plus loin. Et ça, est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est quelqu'un que tu as rencontré quand tu étais jeune? Est-ce que c'est comment cette personne inspire? Est-ce qu'elle a un impact sur où est-ce qu'on va, ou est-ce qu'elle a un impact sur qui on est finalement? Même si c'est un peu les deux sont un peu les mêmes. Là, mais... Ouais, je vais prendre le cas d'un instituteur que j'ai eu quand j'étais à l'école primaire. C'est drôle parce qu'en fait, il n'a pas une bonne réputation, mais par contre, à l'époque, c'était quelqu'un qui avait fait une licence d'histoire, qui avait beaucoup voyagé, mais il était instituteur au primaire. Et très souvent, quand il sortait un peu de son cours, il nous faisait voyager. Puis moi, je pensais que je voyagerais jamais. Là, moi, ma distance maximum quand j'avais cet âge-là, donc j'avais 10-11 ans à peu près, j'avais fait 25 km en voiture avec mon père pour aller dans la ville qui est à côté. Donc, pour moi, faire des voyages, il nous parlait, je me rappelle, d'Égypte, du Maghreb. Après, il nous parlait d'Asie. Moi, ça me faisait complètement rêver. Puis, honnêtement, ça m'a inspiré. C'est-à-dire que c'était pas la pédagogie du quotidien qui m'inspirait, c'était de dire, cette personne-là, avec tous les défauts qu'il avait, il en avait plein. Mais moi, il m'a ouvert une fenêtre pour me dire, wow, tu sais, si tu fais des études, tu auras peut-être les moyens de voyager. Parce que moi, j'associais la réussite scolaire à une réussite professionnelle, puis donc à des moyens d'avoir peut-être la liberté de voyager. Ce que mes parents n'avaient pas eu. Donc, toi, ça, c'est une première inspiration. J'ai 10 ans quand je suis avec cet enseignant-là, mais il y a un déclencheur quelque part que je me dis, waouh. Et lui m'a stimulé parce qu'il voyait en moi quelqu'un de curieux. Et donc, je pense qu'aussi, il m'a stimulé intellectuellement pendant les 2 ans où je suis passé avec lui, juste parce qu'il sentait que j'avais du répondant et de l'intérêt à ce qu'il proposait. Donc ça a été ma première porte, vraiment. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que fondamentalement, toi, tu avais comme ce goût de sortir un peu de l'environnement que tu avais au quotidien, et c'est ça, tu as pris un événement ou alors une information, puis tu t'es accroché là-dessus parce que c'était quelque chose qui te stimulait. Puis, est-ce que ça oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ça m'a convaincu que ce que je voulais mettre en œuvre était possible. Donc, quand je dis c'est une première porte qui s'ouvre, c'est que tu dis, mais finalement, oui, j'ai réussi bien à l'école primaire. C'est strictement rien de bien réussir à l'école primaire, mais tu dirais, si tu réussis en primaire, tu vas réussir à l'étape d'après, puis peut-être que d'autres portes vont s'ouvrir. Ça m'a mis en confiance par rapport à ça, en me disant, waouh, je réussis bien, mais peut-être que je pourrais aller plus loin, et peut-être que je pourrais voyager. C'était un peu ça que j'avais dans ma tête. Puis pour autant, je tiens à le dire, c'est vraiment important. Moi, on en reparlera après, j'avais un milieu familial extraordinaire. Donc j'ai eu cette chance-là aussi, même si le milieu où on était un milieu modeste, moi j'ai eu une famille extraordinaire. Donc ça aussi, c'était un pilier qui était fondamental par rapport à la démarche, quoi. Ouais. Ben, c'est ça, la famille, l'entourage, on va y revenir parce que je pense que ça a vraiment une place vraiment particulière. Pas juste pour l'implication, mais pour se sentir bien dans sa vie en règle générale.
Puis comment tu penses que... Parce que là, tu disais que tu t'es impliqué assez jeune, que ce soit dans les clubs sportifs ou choses comme ça. Comment tu penses que... j'ai quand même l'impression, puis tu me corrigeras si je me trompe, que ça a été un peu aussi, d'une certaine façon, un libérateur, que le fait d'aller s'impliquer puis de partager aux autres, parce que, veut pas, quand on s'implique, on échange aussi avec les autres. Ça permet un peu de sortir d'un environnement qui est peut-être... Je trouve que ça ouvre peut-être dans un environnement où c'est peut-être plus fermé. Fait, comment tu penses que toi, ton implication t'a amené on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'idée de s'impliquer, quel que soit l'endroit où on s'implique, c'est d'abord rencontrer des gens, faire quelque chose de différent. Donc, quand on a une curiosité, ça nous enrichit, c'est clair. Je prends un exemple. Quand j'étais étudiant, j'ai présidé une association d'étudiants dans la résidence universitaire où j'étais. L'année où j'ai contribué, c'était extraordinaire, quoi. Ça m'a ouvert là encore de nouvelles portes en me disant, mais il y a plein de choses qu'on peut faire quand on s'implique quelque part, tout en étant à côté de son chemin traditionnel. Moi, mon chemin, c'était des études que je devais terminer, trouver un boulot. Mais cette implication dans le monde universitaire, ça m'a ouvert des portes incroyables. Puis j'ai voyagé, j'ai même fait des échanges interuniversitaires avec l'Allemagne. Enfin, donc, c'est plein de choses où je me disais, en faisant ça, je ne savais pas où j'allais, mais j'étais sûr que j'en retirais quand même quelque chose. Tout en donnant, bien évidemment, c'était bénévole. Donc d'abord, tu donnes, puis à un moment donné, tu n'as pas cherché, mais tu reçois. C'est le principe du bénévolat. Ouais, puis en fait, je pense que c'est même un principe fondamental de la vie, c'est on récolte ce qu'on donne finalement. C'est ça. Fait que quand tu donnes des bonnes choses, tu récoltes des bonnes choses, puis à l'inverse, c'est vrai aussi. Non, Puis ensuite, là, maintenant, ton application ici au Québec, fait que là, tu as poursuivi. Est-ce que c'était au début, tu as commencé à t'impliquer directement quand tu es arrivé, ou est-ce que c'est quelque chose que après tu as mis ça en place petit à petit, puis c'est quelque chose... C'est comment t'en es arrivé là, parce que c'est différent aussi. Pour toi, c'était un environnement différent. Ça ajoute une certaine complexité, j'imagine, de comprendre la société peut-être un peu différente. Les gens ont peut-être pas les mêmes attentes. Fait que comment t'as géré ça? Comment ça a favorisé l'intégration aussi, je pense. Oui. Écoute, moi, je vais pas parler que de moi parce qu'on est venu en couple avec 2 enfants jeunes et en fait, on s'est impliqué. Puis d'ailleurs, beaucoup ma femme aussi, entre parenthèses, parce que là encore, même raison. On venait créer une entreprise, donc on avait besoin de connaître l'environnement. Alors moi, la culture québécoise, je la connaissais déjà. Ça faisait longtemps que je venais ici. Peut-être juste pour information, j'ai commencé à venir ici pour le travail en 1989. Ce qui ne va pas nous rajeunir, mais ça fait longtemps. Mais par contre, j'ai découvert une chose qui est vraiment essentielle, puis on va revenir à l'implication. Tu peux venir pendant longtemps et plusieurs fois dans un pays, tant que tu n'y as pas habité. Tu ne sais pas ce que c'est que la culture du pays, tu ne la comprends pas dans son entièreté. Donc, moi, je pensais que j'avais compris beaucoup de choses, puis quand je me suis installé, je me suis rendu compte que j'avais rien compris. Donc, ça qui est intéressant, c'est que l'implication après, c'était de dire, mais il faut vraiment qu'on s'implique. On a raisonné en couple pour faire ça. Pour se dire, pareil, si on s'implique à l'école, par exemple, de nos enfants, l'école primaire, on va comprendre qu'il y a des nuances avec l'école primaire en France, que l'approche pédagogique n'est pas la même. Puis là encore, son jugement de valeur, il y a du mieux, il y a du moins bien, mais il faut la comprendre à la base. Donc, quand on s'est impliqué dans l'école, puis dans la fondation de l'école, c'était pour mieux comprendre l'environnement scolaire, puis permettre à nos filles de mieux se sentir dans cet environnement, parce que nous, on le comprenait mieux. Puis comprendre aussi la société qui nous entoure, puis favoriser en fait le parcours d'intégration. Et est-ce que tu penses que, parce que c'est sûr définitivement que ça va aider à comprendre, et il y avait une volonté aussi, j'imagine, d'avoir comme un impact. C'est quel impact tu voulais? Est-ce que, parce que le fait de s'impliquer, tu aurais pu l'apprendre en discutant avec d'autres gens ou alors en regardant, je sais pas, sur Internet par exemple, peu importe. Est-ce qu'il y avait aussi en arrière là, cette volonté d'essayer de redonner un petit peu aux autres? J'imagine que oui, forcément. Oui, je vais prendre l'exemple tu parlais de mentorat tout à l'heure, c'est typiquement ça. À un moment donné, moi j'ai réalisé, en fait j'ai créé ma première entreprise ici. Donc en fait je suis arrivé ici à 38 ans, j'avais pas créé une entreprise en France, je suis venu ici pour créer une entreprise. Donc j'avais aussi le sentiment que je devais redonner au Québec ce que le Québec m'avait donné. Mais ça c'est une réalité. Et pardon. Donc là c'est dans ma réflexion sur le mentorat à un moment donné, je l'ai fait parce que d'abord je l'ai fait pour moi, je vais être bien honnête. Je me suis rendu compte que dans ma première entreprise,
où ça a bien fonctionné au départ, puis à un moment donné, on a eu des soucis, puis voilà, je suis parti de l'entreprise, je rentre pas dans les détails, mais je me suis rendu compte, c'est parce que aussi j'avais une méconnaissance de l'environnement d'affaires d'ici, ça c'est une première chose, puis j'aurais eu bien besoin de quelqu'un qui m'aide à le comprendre, ce qu'on appelle un mentor. Mais je savais pas que ça existait. Donc en fait, moi, j'ai jamais été rechercher de mentor, tout simplement parce que je savais pas que ça existait. Quand, quelques années après, j'ai accompagné moi-même des entreprises comme consultant, on va le dire comme ça, puis qu'un jour quelqu'un m'a éclairé pour me dire hey, « tu sais qu'il existe des mentors ou une approche de mentorat ?» Première question que j'ai dit « mais c'est quoi un mentor ?» Puis quand j'ai découvert ce que c'était, la première réflexion que j'ai faite à mon interlocuteur, qui était un mentor, je lui ai dit « c'est toi dont j'aurais eu besoin ». Puis je le pensais réellement. Donc du coup, il m'a dit « écoute, ça t'intéresse ?» Je lui ai dit « oui », je suis devenu mentor le lendemain. Donc là, ça fait 15 ans que je mentore bénévolement des entrepreneurs, toujours dans l'idée que je vais redonner ce que le Québec m'a donné au travers du mentorat, puis je vais redonner à d'autres entrepreneurs plus jeunes, un peu de mon parcours, puis avoir une écoute, les accompagner dans un parcours d'entrepreneuriat, mais sur un aspect plutôt individuel, donc on va dire de personne à personne. Ouais. Puis ça m'amène à une autre question. Tantôt, on parlait un peu de l'entourage et tout. Là, c'est plus l'entourage au niveau entrepreneurial, justement. Moi, je pense que tout seul, il y a quasiment personne qui peut faire quelque chose tout seul, surtout pas à l'heure actuelle. Dans plein de domaines, on a vraiment besoin soit de connaissances, de support au niveau des connaissances, des fois juste du support moral. La famille, dans ton livre, justement, tu mentionnes à plusieurs reprises, que la famille, ça a été un gros plus pour t'aider et pour avancer, en fait, dans la vie. Moi, personnellement, je pense aussi que c'est quelque chose qui est nécessaire parce que ça te met une base. On en discutait. Tu construis pas une maison sur une base qui est faible. La route, qui est faible. Donc, comment toi, tu penses que ça t'a aidé, puis c'est ça, c'est comment tu recommanderais à une personne de s'entourer, parce que je vois aussi par certaines personnes qui ont peut-être qui n'ont pas eu la chance de naître dans une famille qui les encourage ou alors qui est, on va dire, positive. Fait que pour ces personnes-là, ça devient un peu plus difficile. Le mentorat, je pense justement pour l'entrepreneuriat, c'est super intéressant. Fait que c'est ça. Écoute, moi, je l'ai écrit, je le dis partout, je peux le dire, la famille, c'est extraordinaire. Moi, j'ai eu une famille extraordinaire, donc ça part de ma mère, moi. Je veux dire, je me retrouve tout seul avec ma maman puis mes 2 sœurs, donc c'est sûr que l'environnement masculin, pour moi, il n'y avait rien. En fait, j'ai vécu toute ma vie avec des femmes. Moi, j'ai une femme et 2 filles, j'ai une maman et 2 sœurs, donc j'ai un profil très, très féminin, on va le dire comme ça. Mais c'est bienveillant. Ce que j'ai retiré de ça de manière extraordinaire, c'est que l'environnement familial, quand c'est un environnement aimant et bienveillant, c'est la meilleure base que tu puisses avoir. Dans n'importe quelle épreuve, tu reviens toujours à la base, comme tu dis, c'est qu'est-ce qui est solide ? C'est la famille. C'est toujours la famille quand elle est bienveillante. Donc ça, moi, c'est sûr. Mais par contre, on ne choisit pas sa famille. C'est ça. Par contre, on choisit ses amis. Oui. Donc ça, là, si j'ajoute dans l'environnement bienveillant, il y a les quelques amis, tu sais, ceux dont on parle, qui tiennent sur les doigts d'une main, là. Les amis en qui tu peux avoir confiance, ça aussi, c'est une base extrêmement solide. Moi, j'ai gardé des amis d'enfance. Je revois tous les ans, quand je rentre en France, des amis que j'ai côtoyés à l'école maternelle quand j'avais 3 ans. Donc, si des années après, tu côtoies encore ces amis-là, c'est que ce sont de vrais amis. Puis, si on vrai des amis, ils vont t'apporter ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin ou au moment où tu sais pas que tu en as besoin, parce qu'ils sont assez vigilants pour partager des choses avec toi. Donc oui, l'environnement proche, il est fondamental. Ouais. Mais ça peut aussi, tu sais, je veux dire, pour encourager souvent, ça peut sortir de l'environnement proche. Parfois, dans un parcours, tu vas rencontrer des gens de confiance où tu sais que tu vas pouvoir... Je reviens un peu à l'idée d'un mentor. Hein. C'est ça, un mentor, c'est tu t'assois, tu es entrepreneur, tu t'assois avec moi, je suis mentor. Moi, je vais t'écouter, je ne suis pas là pour te juger. Je vais te poser des questions, puis en fait, dans l'échange qu'on va avoir, un peu comme on le fait là, quelque part, je vais t'amener à trouver des solutions ou à prendre du recul sur ce que tu vis comme entrepreneur. Donc, c'est une personne de confiance. Puis, dans l'environnement, c'est ça dont on a besoin. C'est de trouver les bonnes personnes et d'écarter les mauvaises. Écarter les mauvaises. C'est ça. On en rencontre beaucoup aussi, peut-être plus même, je ne sais pas, mais
les écarter. Je pense vraiment qu'il faut se dépolluer dans l'environnement qu'on crée, dans l'ensemble des proches. Il faut garder ce qui est bon, puis il faut se dépolluer du reste. Et puis comment on fait le tri? Ça prend du courage parfois. Ouais. J'ai un peu ma théorie. À mon avis, moi je pense que des relations saines, que ce soit amicales ou autres, là, à mon avis, c'est donnant-donnant. Là, ça va dans les deux sens finalement. Et puis, les deux personnes se construisent. Oui. Je pense que justement, si je ne me trompe pas, il y a quelque chose qui dit en entrepreneuriat, là, c'est le gagnant-gagnant. Là. C'est quand tu fais des ententes. Un accord gagnant-gagnant. Ouais, c'est ça. Comme ça, les deux parties sont gagnants. Puis, et ce qui est vrai dans les relations au quotidien. Exactement, je pense aussi. C'est une réalité, ouais. J'avais une question aussi sur plus, on va dire, c'est peut-être plus personnel, mais c'est que tu sais, t'es passé justement, tu disais que ton père est décédé quand tu étais jeune, t'es passé au travers de quand même beaucoup d'expériences qui sont difficiles. Comment tu penses que... je pense que, selon moi, là, les expériences, ça nous permet de nous construire. Des fois, le problème, c'est que des fois, c'est destructeur, quand c'est des expériences qui sont vraiment trop violentes. Comment toi, tu as réussi à passer au travers de tout ça? Puis, est-ce que tu aurais un conseil pour essayer finalement Ouais, c'est ça, de trouver une motivation qui te sort de ce temps. C'est une bonne question, mais elle est difficile. Ouais. Elle est très émotionnelle, c'est pour ça c'est difficile. Non, mais moi, je le prends très bien. J'apprécie qu'on la pose. Puis, de toute façon, je reviendrai. J'ai écrit un livre pour cette raison-là. C'est parce que je voulais partager des expériences, puis faire en sorte qu'à un moment donné... Mais je crois... Bon, en tout cas, moi, j'ai rien de parfait. Je suis passé au travers de certaines épreuves, comme tout le monde. Il y a beaucoup qui en ont, mais... Je crois que ce qui est important aussi, encore, c'est de trouver ses vrais piliers. Tu sais, quand tu traverses une épreuve, ils sont où les piliers autour de toi? Puis où est-ce que tu sens qu'il y a de la bienveillance? Moi, je reviens toujours à la même chose, c'est la bienveillance. Parce que si, en fait, tu es face à une épreuve, face à quelqu'un de bienveillant, il va te faire voir l'épreuve différemment, puis il va te raccompagner pour passer au-delà de ça, trouver un peu ton chemin de résilience. C'est vraiment ça. Quelqu'un qui n'est pas bienveillant, là, il peut au contraire t'enterrer encore un peu plus. Donc, et c'est ça qui est difficile, parce que quand tu es affaibli par une épreuve, tu vois plus ce qui est bienveillant et ce qui ne l'est pas. Donc, je reviens à ta question précédente. Si tu as un environnement qui est serein, ça va faciliter le passage au travers d'une épreuve. Si c'est pas le cas, c'est difficile. Puis, ce que j'ai constaté aussi, puis vraiment, je reviens à mon bouquin, c'était ça l'objectif premier, quelque part, au-delà de me faire du bien. Parce que ça m'a fait du bien, c'est clair. Mais c'est aussi de dire à un moment donné, c'est quelqu'un qui traverse une épreuve, puis j'essaie de me l'appliquer à moi aussi, hein, c'est pas facile, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Je veux dire, parce que souvent, face aux épreuves, on est isolé. Les épreuves, elles isolent. Pourquoi? C'est pas parce que les gens sont mauvais, c'est juste parce que on sait plus comment adresser la parole, on sait plus que dire. Quand on se rend compte, ça va bien? Ben non, ça va pas bien. Donc les gens ont peur d'avoir la réponse, ben ça va pas bien. Parce que ça va pas bien, ça mène une réponse pour dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Qu'est-ce que tu vis? Puis ça, on n'ose pas le dire, c'est trop difficile. Donc la protection des gens face à quelqu'un qui vit une épreuve, c'est souvent de dire, bon ben écoute, on n'en parle pas, et puis on verra plus tard quand ça ira mieux. Donc moi je l'ai vécu en tout cas, mais il y a un peu un isolement, parce qu'au moment on ne parle plus de ce que tu vis. Donc moi, mon père, on n'en a pas parlé, en gros. Donc, je ne savais pas qui il était, on n'en a jamais parlé, parce que les gens pensaient que de m'en parler, ça me ferait du mal. Mais moi, au contraire, ça m'aurait fait du bien. Donc, c'est pour ça que quand j'ai écrit, je me suis dit, mais non, au contraire, il faut en parler. Parce que si on met un mur, et puis qu'on dit, bah, t'es isolé, t'es dans ta tour d'ivoire, puis du coup, le mur, il est dur à supporter. Alors que si les gens ouvrent une porte, te tendent la main, puis te font parler, c'est parfait comme ça. Donc, par rapport à ça, moi, je trouve que donc un environnement, de la bienveillance, puis après, sur soi, bah, écoute, j'en sais rien, les mécanismes qu'on met en œuvre, il faut arriver à rebondir, il faut trouver des raisons le matin de se lever, parce qu'il y a d'autres raisons de se lever, et puis à un moment donné, on passe au travers, puis après, on passe des bons moments, puis après, on vit une autre épreuve, puis ça, c'est le parcours de la vie. Moi, je le vois vraiment positivement. Mais parfois, ça frappe. Hein. Moi, je le dis aussi dans mon livre, hein, j'ai fait une dépression à un moment donné. Donc, je pense que j'avais été solide dans toutes mes épreuves. Puis, à un moment donné, tu dis que tu es solide, puis tout d'un coup, là, tout se fissure, puis boum, tu tombes.
bon, tu tombes. Mais il faut se relever. Ouais, mais c'est ça, moi je pense que c'est des fois on a tendance à peut-être un peu trop vouloir montrer, ou en tout cas trop aller chercher un peu la perfection, ou alors de vouloir tout, un peu tout, pas contrôler, mais anticiper. Et en fait, c'est quasiment impossible. Le fait de... il y a des événements toujours dans la vie qui vont venir changer les plans. Là, ouais. Et que... j'imagine, c'est ça, comme tu dis, tu avais cette vision que ça allait bien, puis que tu le contrôlais, puis tout. Puis là, la goutte supplémentaire, puis ça a fait déborder. Ouais. Et j'imagine que ça vient aussi du fait que c'est dur à exprimer ces choses-là, puis le fait de ne pas pouvoir en parler ou de ne pas en avoir parlé plus tôt, ça a amené justement peut-être à avoir un peu peut-être cette saturation de je peux plus me blinder. Là, mais t'as un point important. Moi, je trouve que la parole, elle est libératrice. Donc, effectivement, on dit toujours, face à un problème, l'exprimer, c'est 50% de la solution. Enfin, l'exprimer ou le dire avec des mots. Puis le problème, c'est que parfois, les mots, on l'a pas. Et comme on le disait, les personnes ne viennent pas vers toi pour ouvrir la discussion et te permettre d'exprimer les choses. Donc, c'est ça qui est effectivement difficile. Mais d'un autre côté, là encore, avec du recul, tu sais, moi, à un moment donné, je suis tombé, et puis j'ai pas peur de le dire. Là encore, toi, il y a des tabous là-dessus. Ça va mieux maintenant, mais avant, la dépression, personne ne voulait en parler. Les burn-out et tout ça, c'était des mots tabous. Un peu comme on dirait, le cancer, c'est tabou, c'est une longue maladie. Bah non, c'est un cancer. Non, mais c'est la réalité. Et puis, tu peux ne pas passer au travers. Mais ce que je trouve vraiment important, c'est justement que ces portes ouvertes-là t'amènent à exprimer des choses avec des gens qui vont l'entendre, l'écouter. Non, c'est vraiment important. Puis c'est ça qui va aider à rebondir. Mais si à un moment donné on tombe, c'est aussi peut-être parce que moi c'était mon cas. Hein, je me suis senti assez fort pour dire je vais y arriver, je passe au travers. Puis une première fois, puis une deuxième fois, je vais passer au travers. Puis entre tout ça, tu migres aussi, tu t'en vas dans un autre pays. Donc tout ça, ce sont des épreuves positives, mais qui sont malgré tout des chocs. Tu sais, il y a un choc culturel dans l'immigration, tu le sais bien. Donc quand tu cumules tout ça, à un moment donné, il y a un tout petit truc additionnel qui arrive, qui est rien du tout dans une vie, mais il va faire tomber l'édifice, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Voilà, après, tu tombes un bon coup. Il faut avoir la chance d'avoir à côté de toi une conjointe qui est solide, et puis qui t'aide aussi à rebondir, c'est formidable, et moi, ça a duré 1 an, quoi. Donc, pendant 1 an, je me disais, mais qu'est-ce que je fous? J'en suis où? C'est quoi ma vie? C'est ça la réalité que j'ai vécue. Puis après, ça fait maintenant 18 ans, j'en suis complètement sorti. Et puis, je le vois positivement aujourd'hui. Ça a été une étape de ma vie importante pour construire d'autres choses par la suite et m'impliquer. Ouais. Parce que j'ai vraiment... puis là encore, je veux pas... j'essaie de trouver le bon mot pour le dire. C'est pas quelque chose de prétentieux, mais ça m'a appris à m'ouvrir encore différemment aux autres, puis à oser aller voir des gens quand ils sont en difficulté. C'est partager ça, vraiment. Puis dire, je peux t'entendre, je te comprends, puis je suis prêt à recevoir tout ce que tu vas me dire. C'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, à mon avis, ça prend justement vraiment d'être assez ouvert sur soi-même pour aller s'impliquer puis dire, OK, je vais te donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Là. Parce que souvent, on se dit, OK, oui, je te donne quelque chose, mais et moi alors? On s'attend à quelque chose. Ouais. Et à mon avis, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a fait ce cheminement intellectuel, ça permet de justement de donner sans nécessairement attendre de quoi. Et par rapport à ça, moi je pense que l'introspection, c'est quelque chose qui est important là, et se poser la question sur soi-même, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Et c'est un exercice qui est très difficile parce que, en fait, tu te rends compte que déjà, tu n'es pas parfait. Tu te rends compte que tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Et peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui ne sont pas justement correctes. Donc, à mon avis, c'est la base, un exercice de base pour pouvoir essayer justement d'aller de l'avant, puis peut-être aller s'impliquer ou être plus efficace ou plus positif dans son implication. Puis c'est ça, je voudrais savoir ce que tu en penses par rapport à ça. Est-ce que tu penses que l'introspection, c'est quelque chose qui est... Je donne un exemple concret de ça qui m'a vraiment étonné, mais en fait, quand j'ai écrit le livre, au départ, je voulais pas écrire un livre.
C'était la Covid, on était tous pareils, enfermés, à se poser la question de on va faire quoi demain? Donc moi, le premier, je me suis posé cette question-là, en étant un privilégié avec une maison, un jardin. Donc l'idée, c'est pas de savoir quel était mon statut, mais ce que je pensais. Puis je vais revenir à l'introspection. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis enfermé. Oui, en plus, moi, j'étais en couple, j'avais cette chance-là, j'étais pas tout seul, mais il y a des gens qui étaient tout seuls. Puis je me suis dit, j'ai eu effectivement des émotions. Je me suis dit, il faut que j'exprime ce que je vis. Et en fait, la petite histoire derrière le livre, c'est j'ai commencé à mettre sur les réseaux sociaux des textes que j'écrivais pour expliquer la Covid, la situation. Je l'écrivais pas au jeu, c'était plutôt au nous, mais pour essayer de partager des émotions. Puis j'ai plein de gens qui m'ont répondu, c'est formidable, t'expliques tellement bien ce qu'on vit. Oh, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, il faut que j'exprime d'autres émotions. Et c'est là que je me suis dit, finalement, dans tout mon parcours, j'ai des choses que j'ai vécues, que j'ai jamais dites, je vais les écrire. Donc comme ça que je suis arrivé à faire de la poésie parce que ça passe bien les émotions. Puis je l'ai fait que pour moi. Mon intention, c'était absolument pas je me prenais pas pour un écrivain. Puis je pensais jamais que j'aurais un livre en librairie. Mais je l'ai fait. Et donc j'ai structuré ça sous forme d'une introspection. Puis je me suis dit, je vais écrire ce que j'ai jamais dit. Ce que j'ai pas réussi à dire pour tout un tas de raisons qu'on a déjà évoquées. Donc, puis je l'écrivais facilement et naturellement. Pourquoi? Parce que c'était une bonne introspection. Objective, j'avais aucun défi parce que je voulais pas le faire lire à la planète entière en son temps. C'était pour moi que je le faisais. Donc l'introspection, elle est fondamentale, c'est pouvoir prendre du recul puis de se dire ok, dans ma vie il y a des choses bien, des choses moins bien, il y a des gens qui m'entourent qui sont bien, il y en a d'autres qui sont moins bien, mais quelque part je vis quoi comme émotion, puis est-ce que je suis capable de les partager? Et l'anecdote que je voulais te dire par rapport à ta question, j'ai un ami d'enfance qui m'a écrit quand il a lu le livre, et la chose qu'il m'a dit, je trouve ça formidable, c'est ça le principe d'introspection. Il m'a dit, je te voyais qu'au travers de lunettes, qui étaient les lunettes du petit gars du patelin, ou du village, qui a réussi dans ses études, dans sa carrière, qui est parti à l'étranger. Puis moi, c'est pas du tout l'image que je veux projeter. Pour moi, j'étais le copain de la cour d'école, avec qui je joue aux billes à 5 ans. Mais lui, il m'avait vu évoluer différemment, et donc ça avait peut-être biaisé l'image qu'il avait de moi. Puis quand il a lu le livre, il m'a écrit un petit message en me disant « Je t'ai retrouvé quand tu étais plus jeune, c'était vraiment toi ». Donc en fait, il a fait son introspection aussi en disant « Dans notre relation, c'est peut-être moi qui ai mis du brouillard dans la relation parce que j'ai mal perçu ce que tu étais devenu au travers de ce que tu représentais et non pas de ce que tu étais. » Alors que moi, j'ai pas changé, moi. Quand je vais dans mon village, là, je pourrais aller jouer aux billes, je n'ai pas changé, je suis Francis. Ce que j'ai été petit, j'ai pas changé du tout. Mais l'image qu'on projette fait qu'à un moment donné, ça biaise beaucoup la relation qu'on peut avoir parce qu'on voit pas ce qu'il y a derrière. Donc l'introspection, c'est ça pour moi. Je pense que je parle pas nécessairement de ton ami ou quoi, mais je pense des fois il y a peut-être une part de jalousie. Est-ce que ça, je pense que malheureusement, c'est un gros défaut. C'est difficile parce que des fois, ça vient sans même qu'on s'en rende compte. Mais des fois, je pense que ça nuit, en tout cas, au développement personnel de la jalousie en tant que telle. Chez les gens, oui, c'est clair. C'est un sentiment terrible. Parce que ça biaise tout. Ça biaise les relations, ça biaise la perception, ça... Ouais, c'est... Alors là, je sais pas, effectivement, tu as raison, c'est pas lié du tout avec ce que je viens de raconter, mais là encore, c'est vrai que l'image qu'on projette peut créer effectivement des jalousies, alors que finalement, ce qu'on projette et ce qu'on est, faut que ce soit en ligne. Moi, j'ai jamais pensé que ce que je projetais était différent de ce que j'étais. Moi, j'ai pas changé. J'ai juste fait un parcours qu'il est ce qu'il est, puis voilà, mais en mon fort intérieur, j'ai pas changé. Puis encore, je reviens dans les discussions que j'ai avec le livre. La plupart des gens, c'est ce qu'ils me disent, c'est que quand tu dis « jeu » dans le livre, je peux prendre le jeu, dans certains passages évidemment, je peux me l'approprier. Je parle de moi, je te lis et le jeu, c'est pas toi, Francis Bellim, c'est moi. Parce que j'ai mis ça sur la table, j'ai essayé de pas avoir de tabou, de dire ce que je ressentais un petit peu à vif comme ça, des émotions. Et je sais que c'est pas facile de le faire. Il y a plein de gens qui me disent, moi, j'y serais pas arrivé. Mais moi, si ça génère du bien chez les autres, ça a d'abord généré du bien chez moi. Puis si en plus ça génère quelque chose de positif, tant mieux, quoi. Mais c'est marrant parce que ça m'amène une autre question, un autre, peut-être pas ce sujet, mais c'est que je pense que le fait de... Tu sais,
dans notre génération, on veut, je ne sais pas pour quelle raison, mais on est vraiment pressé, je trouve. On n'a jamais le temps pour rien. Puis moi, le premier, là, des fois, un peu trop pressé à vouloir faire des choses que finalement, on pourrait prendre le temps pour les faire. Et entre autres, justement, des fois, c'est prendre du temps pour d'autres personnes. Puis avec le temps, j'ai remarqué que ça fait du bien aussi, justement, de prendre du temps pour soit discuter avec une personne ou essayer d'aller aider une personne d'une façon ou d'une autre. Et fait que je me demande si, justement, le fait de partager quelque chose avec du monde, c'est comme tu dis, d'abord, moi, je l'ai fait, ça m'a fait du bien à moi, mais tout en sachant que, tu sais, il y a peut-être du monde qui allait le relire puis que ça allait leur faire du bien. Moi, au passage, je trouve que le livre, c'est la façon dont tu l'as écrit, c'est très émotionnel, fait que chacun peut se l'approprier. C'est ça que je trouve ça vraiment génial. Et donc, c'est ça, j'ai l'impression que passer du temps avec les autres ou s'impliquer auprès des autres, c'est aussi se faire du bien à soi-même et puis se prendre du temps pour soi-même aussi, finalement. Tu parlais tout à l'heure du club Rotary, c'est typiquement ça. Le principe, je fais ça simple, mais ce sont en général des gens d'affaires, des gens qui vont s'impliquer bénévolement. Donc l'idée, c'est justement ça, c'est de dire, on se rencontre toutes les semaines ou régulièrement, puis on prend du temps entre nous, mais dans le but de contribuer à une œuvre sociale ou communautaire. C'est ça le principe. Donc moi, le club où je suis à Québec, par exemple, on est à Saint-Nicolas là aujourd'hui, on contribue à financer un projet qui s'appelle le Grand Village, qui est pas loin d'ici, le long du fleuve, et qui est ce qu'on appelle en fait une maison de répit. Donc les parents amènent des enfants qui sont à déficience physique ou intellectuelle ou handicapés, puis la maison les prend en charge pendant une soirée, une journée, une fin de semaine, pour donner du répit aux parents. Parce qu'avoir un enfant handicapé, c'est 24 heures sur 24. Donc, nous, dans le Club Rotary, l'œuvre maîtresse que l'on fait, c'est tous les ans de faire des activités pour lever des fonds pour le Grand Village, ou même de s'impliquer de temps en temps dans une action de nettoyage du Grand Village pour aller aider bénévolement. Et pour rejoindre ton point, c'est là où tu te rends compte que, ça nous fait prendre du temps utile, donc s'arrêter un peu. Et puis tu parles de ta génération, mais nous aussi, on a l'impression qu'on courait beaucoup à un moment donné, et puis peut-être qu'avec l'âge, on se rend compte qu'il faut savoir prendre le temps. C'est ce que je suis en train de me dire en ce moment. Mais donc, pour revenir à l'organisation d'un club Rotary, tu vas dire, OK, ce que je vais faire, je vais prendre du temps entre des gens que j'apprécie bien pour contribuer à une œuvre sociale communautaire. Donc, il y a deux aspects positifs là-dedans, c'est pour soi, puis pour l'œuvre qu'on va soutenir. Donc ça, moi, je rejoins ton point. Ouais, c'est un temps d'arrêt utile. Oui, et puis j'ai l'impression que le fait aussi d'avoir apporté quelque chose à quelqu'un, d'avoir ce sentiment d'avoir été utile, veut pas, je pense que tout le monde le recherche un petit peu, que ce soit par le travail ou alors les relations sociales. On voit beaucoup influenceurs et tout, mais finalement, c'est des gens qui veulent essayer, ma vision, puis peut-être je me trompe, là, qui veulent essayer d'avoir un impact ou d'apporter quelque chose aux autres que les gens, finalement, pour que les gens les suivent et tout. Fait que c'est ça, je pense que, mais à mon avis, il n'y a rien de mieux que l'échange direct. C'est pour ça que moi, vraiment, j'ai goût de partager cette vision de s'impliquer localement, parce qu'il n'y a personne d'autre qui sera mieux placé que les citoyens québécois pour améliorer l'environnement. Oui, c'est vrai. Puis il y a un élément que tu évoques qui est important aussi, c'est de dire, à un moment donné, il y a toujours du retour quand tu fais du bénévolat. Il y en a toujours. Moi, j'ai l'impression que je me suis jamais dit, à un moment donné, j'ai été bénévole, j'ai pas eu de retour. Je l'ai pas cherché, mais j'en ai eu. Ça, c'est clair. Dans le mentorat, j'en ai plein. Dans le Club Rotary, c'est quand on va au Grand Village et que, dernier projet qu'on a financé, c'est un projet de module de jeu pour des enfants, mais adapté à des enfants handicapés. Donc, tous les modules ont été pensés pour faciliter l'accès aux modules de jeu, par exemple une balançoire, pour des enfants handicapés. Bon, écoute, la meilleure récompense que tu as, c'est de te dire que les gens du Grand Village nous disent, depuis que les modules de jeu ont été là, on a ressenti une autre approche, on a ressenti une joie encore supplémentaire. Les parents sont plus rassurés aussi parce qu'il y a une approche sécuritaire. Donc, tout ça, là, quand on te dit ça, là, c'est un salaire.
C'est le retour de ce que tu as fait justement pour dire, on a levé des fonds, ces fonds ont servi à ça. Puis le retour qu'on te donne, c'est que les parents de ces enfants qui ont des besoins particuliers, ils sont ravis parce que ça leur donne du répit. Puis surtout que leur enfant a passé un moment extraordinaire dans un module de jeu dans lequel il n'aurait jamais pu monter à cause de son handicap. Bon, rien qu'à dire ça, je veux dire tout ce que j'ai passé et que j'ai contribué. Voilà, quoi. Ouais, c'est vraiment cool. Je pense que, comme tu dis, juste cette récompense. En plus, c'est quelque chose qui dure. Là. Mais c'est durable. C'est pas juste ponctuel. C'est durable, c'est ça. Ouais. L'autre exemple, si tu m'en as parlé, je pense, mais toujours au travers du Club Rotary, moi, à un moment donné, je me suis dit, mon livre, c'est bien, mais il faut que ça serve à quelque chose. Donc, en fait, avec notre club, on soutient une école qui s'appelle l'École Sans Frontières à Vanier, qui reçoit beaucoup d'enfants québécois de milieux défavorisés ou issus d'immigration. Ils se parlent, je sais plus, 17 langues dans l'école, enfin. Et en fait, le projet qu'on a, c'est on lève des fonds pour acheter des livres neufs. Bon. Cool. Alors moi, je me suis dit, une des choses qui m'a fait étudier, c'est parce que ma maman, elle m'a acheté un livre neuf ou des livres neufs. Puis, il n'y a pas beaucoup de livres neufs quand on était petit dans les villages. Puis moi, ça a changé ma façon d'étudier. J'ai beaucoup lu. Donc, mon projet, je me suis dit, avec le Club Rotary, je vais aller faire le tour de tous les clubs Rotary. Je vais présenter mon livre et on a fait une levée de fonds au travers du livre. Donc, chaque fois que quelqu'un achète le livre, tous les bénéfices, entre donc ce qu'on appelle moi les droits d'auteur et mon éditeur, on va le reverser pour pouvoir acheter des livres neufs à des enfants défavorisés. Quand on parle après de dire c'est quoi le retour, moi peut-être qu'à un moment donné, il y a un gamin, un petit Québécois de milieu défavorisé qui va avoir une maîtrise en je ne sais pas quoi, en génie, puis peut-être que l'inspiration c'est parce qu'il aurait eu un livre neuf sur les robots à l'école primaire de l'école Vanier, ou une petite fille qui a eu un livre neuf sur la mode. On parle pas de mathématiques et de français, là, de passion. On parle d'aller chercher une passion. Puis peut-être qu'il y aura une designer de mode connue dans 25 ans au Québec parce qu'elle a eu un livre que le Club Rotary lui a offert au travers de ce projet-là dans son école Vanier. C'est ça que je trouve génial, c'est que c'est des choses qui sont pas nécessairement... c'est des actions qui pour, mettons, j'imagine pour toi, oui, c'est sûr que ça te demande du travail et puis un effort, mais l'impact potentiel que ça a, moi, je trouve que c'est significatif. Puis en plus, sur une grande population quand même, pour que ça en vaut la peine. Je sais pas, je trouve ça tellement cool, le potentiel. Puis juste une petite chose, comme tu dis, c'est juste peut-être un livre qui va faire en sorte que... cette personne-là, elle a trouvé une passion, puis là, après, elle va aller trouver je sais pas où elle peut, elle va trouver des petites portions d'électronique, puis essayer de faire de quoi, recycler les TV, ou j'en sais rien. Fait que ouais, puis c'est pas un effort, moi je le vois, je le fais au travers, en fait, je fais des petites conférences dans lesquelles j'explique comment un livre neuf peut changer la vie d'un gamin d'un milieu défavorisé. C'est ça que j'explique. Puis en intermédiaire, je parle un peu de mon parcours, c'est ce qui m'est arrivé. Puis je me dis, moi, je fais aucun effort à faire ça. Tu sais, si je vais passer 1h30 avec un groupe de gens qui m'invitent pour parler de ça, puis qu'à la fin, ils achètent des livres et que l'argent qu'ils mettent sert à acheter des livres neufs pour des gamins défavorisés, moi, je fais pas d'effort à faire ça. C'est que du plaisir. Ah, non, mais c'est vrai. Parce que je sens que je vais partager quelque chose à d'autres gens, puis qui vont se dire, ah, mais tiens, mais oui, bon, on va le mettre le montant, là. Finalement, c'est pas grand-chose dans ma vie à moi, là. Mais je sais que ça va avoir un impact certain chez un gamin d'une école primaire, puis qu'on va peut-être détourner d'un échec scolaire ou d'un milieu défavorisé. C'est ça l'idée. Puis justement, là, tu parles on parle un peu des études. Moi, selon moi, les études, c'est hyper important. Je m'en suis rendu compte, là, au début, j'ai pas nécessairement très bien réussi mes études, puis après, je me suis mis un peu plus fort. Et ça m'a vraiment, je trouve... Mais intellectuellement, ça t'ouvre des portes, je trouve. Et puis socialement aussi, veux pas. Comment tu penses que ça impacte? Puis est-ce que tu penses que toi, dans ton application, ça a joué un rôle? Est-ce que ça t'a aidé? J'imagine que ça t'a aidé forcément. Ouais, définitivement. À quel niveau? Ouais. Moi, je dirais que j'aime pas mettre le terme réussir parce que la définition n'est pas claire de réussir. Mais ce que je veux dire, c'est que la base des études, c'est formidable. Parce que ça te construit, ça te donne des outils, ça te permet peut-être aussi de te réorienter plus facilement parce que tu as un bagage important de connaissances. Donc, moi, j'encourage tout le monde à faire des études. Ça, c'est évident. Même si on dit que
en entrepreneuriat, souvent, ceux qui réussissent le plus sont des autodidactes et pas des gens qui ont des diplômes. Mais cela étant, peu importe, dans la vie de tous les jours, c'est certain que c'est un plus. Puis, tant qu'on peut pousser des jeunes à faire des études, moi, je trouve ça formidable. Puis toi, on parle de bénévolat. Il y a un autre projet qu'on soutient qui s'appelle le diplôme avant la médaille. L'idée, en fait, c'est un OBNL qui a été créé par une jeune femme de Québec. Là encore, l'idée, c'est quoi? C'est de dire... Souvent, les jeunes vont s'en sortir par le sport, mais ils sont plus motivés par le sport que par les études. Diplôme avant la médaille, c'est de dire si on va t'encadrer sportivement à condition que tu réussisses au niveau de tes études. Donc, l'idée, c'est d'accompagner des jeunes à dire si tu es bon au basketball, oui, on va t'accompagner, on va te coacher, mais en même temps, on va te mentorer pour tes études parce que tu auras le diplôme avant d'avoir la médaille. Ouais. Puis le top du top, c'est tu vas avoir et le diplôme et la médaille. Mais le diplôme en premier. Donc ça montre bien effectivement l'engagement qu'on a à dire à des jeunes, mais faites des études parce que ça va vous ouvrir des portes. Mais je trouve ça super parce que je pense que le sport a aussi un rôle important à mon avis pour des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement soit eu l'entourage qu'il faudrait ou quoi. Parfois, ça va peut-être être l'entraîneur aussi, tu sais, un entraîneur de sport qui a un rôle vraiment important ou qui prend un peu le rôle de père. Parfois, pour certaines personnes, je sais que ça a été le cas. Donc, je trouve que le fait d'avoir les deux en même temps, là, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'ai eu un entraîneur qui a joué ce rôle-là. Hein. Non, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de sport. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un entraîneur qui avait à peu près 20 ans de plus que moi. Moi, j'avais 20 et quelques années. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il avait, de manière un peu inconsciente, ce rôle de père, quoi. Donc, l'entraîneur qui m'a amené à performer côté sportif, humainement, il m'apportait beaucoup de choses. Donc oui, tu as raison. Je pense dans tous les environnements, que ce soit scolaire, sportif, les associations, tout ce qu'on peut faire dans l'environnement, tu as toujours quelque chose qui va venir combler quelque chose dont tu as besoin. Je le pense. Donc ça peut être le manque d'un père, peu importe. Ça peut être plein d'autres choses, mais c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à plein de choses et s'impliquer. C'est que tu vas toujours trouver une personne, une activité qui fait que tu vas sortir de là en disant « Waouh, tu sais, j'ai appris quelque chose, ça m'a motivé, ça me donne envie d'aller plus loin. » Ça déclenche une passion peut-être aussi. On fonctionne par des passions souvent dans la vie. Si tu fais rien, c'est dur de trouver des passions. Si tu t'intéresses à plein de choses, tu vas toujours trouver à un moment donné quelque chose qui va t'amener et te passionner dans la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Pas hésiter à essayer des affaires différentes. C'est stressant parfois, mais moi je pense que c'est vraiment, vraiment valorisant. Pour finir, Francis, est-ce que tu aurais un conseil pour inspirer les personnes qui nous écoutent, qui voudraient s'impliquer finalement, soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans la vie en général? Qu'est-ce que ce serait pour toi le conseil ou la chose importante? J'ai envie de dire que, tu sais, on ne devient pas bénévole, on l'est. Mais qu'à un moment donné, si on hésite, puis qu'on se dit « Ouais, mais qu'est-ce que je ferais bien ?» faut essayer. Tu sais, il faut dire « Ah tiens, il y a une association, ils cherchent des bénévoles, je vais aller m'impliquer. Puis ça m'intéresse, je continuerai. Ça m'intéresse pas, c'est pas grave. Tu sais, je peux faire ça quelques mois. » Mais j'ai le sentiment qu'effectivement, il faut s'essayer. Puis à un moment donné, là encore, je pars toujours de portes qui s'ouvrent, mais autant qu'on parlait de personnes qui ouvrent des portes sur de la bienveillance, le bénévolat, c'est pareil. Il y a une porte qui va s'ouvrir et puis je vais la prendre, puis je vais partir, puis je vais faire du bénévolat pendant 5, 10, 15 ans, 20 ans. Puis on se découvre, je pense aussi, là-dedans. Certainement. Moi, dans le mentorat, honnêtement, je ne savais pas que ça existait il y a encore 15 ans. Si j'en fais encore 15 ans après, c'est que je me suis découvert. Je pense que je fais bien mon rôle de mentor, j'imagine. Et puis derrière, ça m'enrichit énormément. Donc, super. Tout est beau quand on dit ça comme ça. Super. Écoute, merci beaucoup, Francis, pour cette rencontre, cet échange. C'était vraiment super intéressant. J'ai beaucoup aimé. Merci d'avoir écouté cette rencontre avec Francis Bélim. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et laisser un commentaire. Nous, on se retrouve au prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, lâchez rien, allez jusqu'au bout de vos ambitions dans le respect des autres.